Madame la ministre, Madame la présidente, Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit à présent peut faire sourire ou laisser dubitatif, voire tenter certains de limiter leur approche à de simplistes et méprisants jeux de mots. Pourtant, loin d'être accessoire ou secondaire, la discrimination capillaire est une réalité universelle qui peut toucher tout le monde. Et je vous invite à consulter mon rapport pour y trouver un grand nombre d'études fouillées et précises qui mettent cela en évidence. Ces études montrent qu'une femme blonde sur 3 se sent obligée de se teindre les cheveux en brun pour avoir l'air plus crédible et compétente dans l'accès à des postes à responsabilité. Ces études établissent que les personnes rousses, victimes de nombreux préjugés négatifs, subissent vexations, harcèlement et violences. Elles démontrent que les hommes chauves ont plus de difficultés à accéder à l'emploi que d'autres. Enfin, ces études mettent en lumière toute l'ampleur des discriminations capillaires que subissent les personnes aux cheveux texturés, en particulier les femmes d'ascendance africaine ou d'origine maghrébine. Ainsi, une femme noire sur 5 a déjà été renvoyée chez elle depuis son travail à cause de ses cheveux portés naturellement. 53% des petites filles noires de 5 ans ont subi des discriminations capillaires dès l'âge de 5 ans. 2 femmes noires sur 3 se sentent obligées de lisser leurs cheveux pour améliorer leurs chances d'être embauchées ou pour être acceptées socialement. Rappelons-nous à cet égard de Michelle Obama, ancienne première dame, qui a admis ne pas avoir osé porter ses cheveux au naturel lorsque son mari était président des États-Unis par crainte d'une réaction hostile des Américains. Rappelons-nous des réactions suscitées par la coiffure de Stéphie Selma lors d'une émission de Thierry Ardisson ou des critiques dont faisait l'objet l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye à cause de ses cheveux. Il ne s'agit pas là de stigmatiser les personnes qui se lissent les cheveux, encore moins si elles le font volontairement. L'objet de ce texte étant précisément d'assurer la liberté capillaire. Il s'agit ici de dénoncer une contrainte capillaire imposée en raison de stéréotypes négatifs. S'aplatir les cheveux de façon imposée, c'est s'aplatir soi-même. Je cite, « On aplatit un cheveu qui mérite de vivre. On l'assassine, on le dénature. L'image corporelle est le fondement de l'estime de soi, pour reprendre les propos de l'éminente sociologue et universitaire Juliette Smeralda, que je salue pour son travail pionnier dans le sujet. Par ailleurs, savez-vous que l'usage fréquent des produits de lissage favorise les alopécies cicatricielles, en causant des brûlures, augmente le risque de cancer, notamment de l'utérus. Les femmes qui utilisent des produits chimiques pour lisser leurs cheveux ont 2,5 fois plus de risque de développer un cancer de l'utérus. Par ailleurs, une étude française publiée dans le New England Journal of Medicine le 21 mars 2024, c'est-à-dire il y a une semaine seulement, dit que l'utilisation de ces produits accroît les risques d'insuffisance rénale aiguë. Elle établit le lien entre l'acide glyoxylique contenu dans ces produits et les insuffisances rénales aiguës dont souffrait une patiente dont les reins étaient bloqués par des cristaux. Bref, en contraignant des personnes à se lisser les cheveux, la discrimination capillaire met en danger leur santé, non seulement mentale, mais aussi physique. Vous voyez donc que le sujet, tout sauf risible, est très important et peut toucher potentiellement tout le monde. Vous voyez qu'il ne mérite pas à la question, et ne se limite pas à la question de l'origine ou du sexe, mais il est universel, car dans le monde, 6 personnes sur 10 n'ont pas les cheveux raides. Le sujet est tellement important qu'il a conduit le législateur californien à adopter le Crown Act en 2019 et depuis, plus de 20 États des États-Unis lui ont emboîté le pas et une initiative est pendante au niveau fédéral, c'est-à-dire aux États-Unis dans leur ensemble. Certes, en France, la discrimination reposant sur l'apparence physique est déjà interdite en théorie. Cependant, de la théorie à la réalité, il y a un gouffre. Alors que les discriminations fondées sur l'apparence physique sont lourdement ressenties, et que la discrimination capillaire est subie par de très nombreuses personnes, les décisions de justice en la matière sont extrêmement rares et en total décalage avec l'ampleur du problème. En 2022, la défenseure des droits a reçu 6 545 réclamations relevant de la lutte contre les discriminations. Parmi elles, le critère de l'apparence physique n'est représenté que
pour 2% des réclamations adressées à l'institution en matière de discrimination. Or, la réalité est malheureusement beaucoup plus cruelle et les discriminations liées à l'apparence physique sont bien plus importantes que ce que les données peuvent laisser penser. En effet, en 2019, dans une décision cadre, le défenseur des droits mentionnait que 74%, 3/4, des cadres estimaient être discriminés du fait de leur apparence physique. Un demandeur d'emploi sur 4 considérait subir des discriminations reposant sur l'apparence physique. De plus, le critère de la discrimination capillaire est indéniablement un critère physique à part entière, qui saute aux yeux. Lorsque je reçois des CV ou réalise des réunions en visioconférence, je ne vois pas si mon interlocuteur est en situation de handicap ou encore s'il serait en surpoids. Néanmoins, sa capillarité saute aux yeux. Dans ces conditions, il nous appartient à nous législateurs, face à une loi mal comprise ou mal appréhendée, de la clarifier. C'est ce que fait ce texte, en précisant le critère de l'apparence physique pour y inclure la discrimination capillaire. Nous l'avons déjà fait, nous législateurs, en matière fiscale ou pénale, par exemple. Ainsi, nous avons précisé que le délit de privation de soins d'un enfant inclut, et je rajoute notamment, et c'est le législateur qui l'a fait avant moi, c'est-à-dire nous, la mendicité sur la voie publique. Cela pourtant n'exclut évidemment aucune autre hypothèse, comme le défaut de fourniture de médicaments ou d'examen médical, et ne crée pas de hiérarchie entre elles et n'amenuise pas un critère par rapport à un autre. Le notamment n'a jamais amenuisé un critère par rapport à un autre. C'est la même chose ici, et la précision apportée permettra aux personnes victimes de discrimination capillaire de s'en emparer pour faire valoir leurs droits. Elle permettra aux juges de se saisir plus fréquemment de ce critère. Mes auditions l'ont mis en évidence. Comme nous l'a dit avec beaucoup d'émotion, M. Aboubacar Traoré, ancien steward d'Air France, victime de discrimination capillaire, d'ailleurs ici présent dans nos tribunes avec d'autres personnes intéressées par le sujet que je salue. Les personnes attendent avec impatience cette consécration législative. Ce sujet jusque-là largement ignoré va enfin être rendu visible. Comme l'a d'ailleurs relevé M. Olivier Klein, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Voir ce texte discuté dans l'hémicycle après une très large adoption en commission des lois la semaine dernière est un signal fort adressé à toutes les personnes subissant la discrimination capillaire au quotidien, texte d'ailleurs présenté de façon consensuelle par la majorité et le groupe Lyot. Au quotidien, obligés de changer ou de se travestir leur identité. C'est un signal fort pour toutes ces personnes qui vont travailler ou se rendre à des entretiens la boule au ventre et sans pouvoir se reconnaître elles-mêmes. Parfois déjà employées en entreprise, lorsqu'elles veulent revenir à une coupe de cheveux au naturel, elles sont la cible de remarques désobligeantes et discriminantes de leur employeur. « Tiens, tu as mis le doigt dans la prise. Aujourd'hui, c'est le paillasson. » Cette loi sera utile aussi à ces personnes déjà en entreprise et en souffrance, pour rappeler à monsieur l'employeur que vous faites preuve de discrimination en ayant ces propos. Ces tristes cas d'espèce ne se cantonnent pas aux États-Unis, mais concernent également nombre de nos concitoyens intérieurement et extérieurement rongés de ne pouvoir se présenter au monde tels qu'ils sont nés. J'espère que, comme la commission des lois, notre Assemblée va se saisir de l'opportunité qui lui est donnée en faisant de la France le premier pays au monde à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire, le pays des droits de l'homme. Loin d'être anodine, elle touche des millions de nos concitoyens dont nous serions inspirés de célébrer la diversité et de promouvoir les compétences au profit des caractéristiques physiques intrinsèques. Je clôturerai mes propos par des remerciements appuyés à Guylaine Conquête, ici présente, journaliste, artiste et conférencière guadeloupéenne vivant aux États-Unis, ainsi qu'à M. Aboubacar Traoré, qui est aussi présent, qui, à travers leur histoire, m'ont suggéré et inspiré cette thématique cruciale. L'éminente professeure de droit de Drexel University, Wendy Green, qui a rédigé la première mouture du Crown Act et nous a accompagnés longuement dans l'élaboration de ce texte aux côtés de Natacha Gaspard, fondatrice du média Man Moves. Je remercie Kelly Massol, fondatrice des Secrets de Loli, les professionnels de la coiffure, Christophe Doré, Aline Marina Tacite, présente, Alexis Rousseau, Ghana Hélin, la fondatrice de Cheb Air, Célia Juste Valérius, le docteur Bissanga, les universitaires Esmeralda, Amadieu, les créatrices de contenu
Kenza Ben Kenabil et Daniela Cellini, alias Poupée Kindi, les membres du collectif Libérons nos cheveux, les personnes qui ont bien voulu prendre part aux auditions, l'administrateur Julien Barrel, le collaborateur de groupe Karim Damani, ainsi que ma collaboratrice parlementaire Lovely Bergina, et tout le reste de mon équipe qui ont mené à bout de bras cette réflexion, ces propos depuis maintenant 1 an. Merci pour ce beau travail de co-construction. Vous l'avez rendu possible. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.